le Sahara. 9 millions de kilomètres carrés de sable brûlant, le plus grand désert aride de la planète. Un endroit où il ne pleut pratiquement jamais sur de vastes étendues et où la chaleur a déjà causé la perte de nombreux voyageurs égarés. Et c'est précisément ici, dans cette étendue irréelle de sable et de rochers, que des ingénieurs et des visionnaires veulent réaliser quelque chose d'incroyable. Une mer artificielle, un océan au milieu du désert. On va voir aujourd'hui comment ce projet fou a vu le jour, quelles visions se cachèrent derrière et pourquoi même des bombes atomiques ont été évoquées. Restez à l'écoute, bienvenue à tous. Ça ressemble à de la science-fiction. Pourtant, le projet d'inonder le Sahara occupe scientifiques, militaires et gouvernements depuis plus d'un siècle jusqu'à aujourd'hui. Des entrepreneurs écossais aux physiciens nucléaires américains. Ils rêvaient tous de transformer le Sahara aride en un paradis verdoyant. L'histoire commence en 1878. Donald Mackenzie, un entrepreneur écossais, tient un comptoir commercial sur la côte ouest africaine. Les marchandises en provenance d'Afrique centrale lui parvenaient par des caravanes qui traversaient le Sahara pendant des semaines, lentement, péniblement, en quantité limitée. Mackenzie n'avait jamais voyagé en Afrique centrale lui-même, mais il écoutait les récits des commerçants et des nomades et développa une théorie audacieuse. Selon lui, la région d'El Djouf, dans l'actuelle Mauritanie, près de la frontière avec le Mali, se trouvait sous le niveau de la mer. Si on creusait un canal depuis l'Atlantique sur des milliers de kilomètres, cette région serait inondée d'elle-même. Le résultat, un immense lac de plus de 150 000 km², presque 2 fois plus grand que le Grand Lac en Amérique du Nord. Mackenzie rêvait de construire des canaux jusqu'au Niger. Les navires européens pourraient alors naviguer directement jusqu'au Soudan et accéder à ses ressources. En même temps, pensait-il, cette nouvelle mer permettrait de pratiquer l'agriculture dans le désert et aiderait à mettre fin à la traite des esclaves dans la région, que Mackenzie rejetait catégoriquement. Mackenzie s'est probablement inspiré de petites dépressions qu'il avait observées sur la côte atlantique, comme la Sebkata, située à seulement 15 km de l'océan et à 55 mètres sous le niveau de la mer. Il connaissait aussi les lacs salés saisonniers de Tunisie et d'Égypte. Mais le projet de Mackenzie comportait une erreur fatale. Le Djouf n'est pas sous le niveau de la mer, la région se trouve en fait à environ 320 mètres au-dessus. Sa proposition a néanmoins suscité un intérêt médiatique considérable. Le Daily Telegraph et Vanity Fair ont salué le potentiel du projet et ont appelé à un examen sérieux. Mais les investissements ne se sont pas concrétisés et Mackenzie s'est tourné vers d'autres projets. Parmi eux, la création de la Northwest Africa Trading Company, qui a connu un grand succès, et son engagement contre l'esclavage en Afrique de l'Est. Dans les années 1870, Ferdinand de Lesseps était l'un des Français les plus célèbres au monde. En 1869, il avait inauguré le canal de Suez. Le gouvernement français lui avait décerné le prestigieux titre de vicomte. La presse le surnommait le Grand Français. De Lesseps avait d'autres ambitions. Il s'associa avec le géographe militaire François-Élie Roder pour élaborer un nouveau projet. Il voulait relier le golfe de Gabès en Méditerranée au Chott El Djerid, un lac salé saisonnier en Tunisie, situé sous le niveau de la mer et asséché la majeure partie de l'année. D'après les plans publiés par Roder en 1874 dans la Revue des Doumons, cette mer artificielle devait être alimentée par un canal de 190 km de long et couvrir une superficie d'environ 5000 km², 2 fois plus grand que le grand lac salé d'Outer. De Lesseps et Roder avaient plusieurs raisons pour leur projet. L'une d'elles était cette idée remarquable selon laquelle une mer intérieure en Tunisie améliorerait le climat en Europe. Roder, capitaine de l'armée française, voyait aussi cette mer comme un avantage stratégique pour les plans géopolitiques de la France en Afrique du Nord. La conférence de Berlin approchait à grands pas et la ruée vers l'Afrique, au cours de laquelle la France allait occuper la Tunisie en tant que protectorat en 1881, ne commença que quelques années plus tard. Bien que la France n'ait finalement rencontré aucune résistance lors de l'invasion de la Tunisie, Roder voyait dans cette mer intérieure un moyen d'isoler les tribus rebelles du Sud et de faciliter la pacification de la région. En effet, l'impérialisme français a joué un rôle majeur dans la popularité de ce projet à la fin du 19e siècle. Le nazisme gagnait du terrain et les grandes puissances européennes se disputaient non seulement les colonies, mais aussi leur réputation. Roder pensait que le Chott El Djerid était en réalité l'emplacement de la baie de Triton.
un plan d'eau décrit dans les textes grecs antiques. Selon la mythologie grecque, un descendant des légendaires acronautes viendrait un jour fonder 100 cités grecques autour de la baie. La recréation symbolique de la baie de Triton devait montrer que la France était l'héritière des valeurs européennes des Lumières qui trouvaient leur origine en Grèce, et qu'elle était la digne héritière de l'Empire romain, contrairement à des rivales comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie. Roder a réussi à rallier de Lesseps à son projet en le convainquant que cette mer intérieure améliorerait considérablement le climat et par conséquent les conditions économiques en Algérie et en Tunisie. L'eau évaporée pourrait théoriquement former des nuages, stabiliser les températures et les ruisseaux qui s'asséchaient normalement avant d'atteindre le Tchot el Djerid deviendraient des rivières, irriguant les terres environnantes pour l'agriculture. De plus, cette mer faciliterait le commerce dans la région. Tout cela améliorerait sans doute le niveau de vie de la population locale. De Lesseps réussit à convaincre l'Académie des sciences de la faisabilité du projet. Le gouvernement français accorda alors à Roder un budget de 35 000 francs pour une étude approfondie de la région. Le rêve d'un Sahara inondé allait-il enfin devenir réalité ? Roder a mené 2 expéditions, mais ses résultats ont été décevants. La partie de la région, située sous le niveau de la mer, était bien moins étendue que prévu, surtout les zones proches de la Méditerranée. Lui et de Lesseps ont dû revoir leur plan. Un canal beaucoup plus long et une mer plus petite. L'Académie française a décidé que le projet n'était plus réalisable. Les coûts s'élèveraient à bien plus d'1 milliard de francs, bien plus que l'estimation initiale de 25 millions de francs. En 1880, un franc français valait environ 0,29 g d'or. 1 milliard de francs correspond aujourd'hui à environ 17 milliards de dollars. Le gouvernement français a retiré son financement. Mais de Lesseps et Roder n'ont pas abandonné. Avec leurs propres fonds, ils ont fondé la Société d'études de la mer intérieure africaine. Roder a ensuite mené une nouvelle expédition en Tunisie. Il est rentré en France avec de la fièvre face à une communauté scientifique et militaire qui critiquait vivement son obsession pour la mer intérieure. Peu après, il mourut à l'âge de 48 ans seulement. La société de recherche de Lesseps et Roder continua d'exister. Ils revinrent toutefois à des ambitions plus modestes, stabiliser une colonie agricole près du golfe de Djeb à l'aide de puits. Mais même cela s'avéra trop ambitieux et la société se dissolut en 1892. De Lesseps se concentra alors sur son autre grand projet, le canal de Panama. Mais ces projets aboutirent finalement à un scandale de corruption qui le conduisit en prison en 1893. Il mourut 1 an plus tard. Pourtant, le projet resta ancré dans l'imaginaire français. D'autres scientifiques français ne cessèrent de relancer l'idée tout au long du XXe siècle. Elle inspira également la construction de divers canaux en Tunisie. La vision de Roder ne se concrétisa toutefois que dans la fiction. Le célèbre auteur Jules Verne a intégré cette proposition dans son roman L'Invasion de la mer, publié en 1905. Dans ce livre, les Berbères et les Européens se disputèrent ces plans avant qu'un tremblement de terre ne crée la mer sans intervention humaine. Les choses ne s'annoncèrent donc pas bien pour la mer intérieure du Sahara. Mais grâce au progrès technologique, le rêve a repris vie des années plus tard. Au milieu du XXe siècle, ce fut au tour des Américains de reprendre l'idée d'une mer au Sahara. Leur idée était un peu plus radicale. Ils voulaient faire exploser un cratère dans le désert, avec des bombes atomiques. Loin d'être une idée farfelue et marginale, cette proposition faisait partie du projet Blocher, un programme du gouvernement fédéral américain visant à trouver des applications pacifiques en ingénierie pour les engins nucléaires. Lancé en 1957, ce projet s'inscrivait dans le cadre de l'initiative mondiale Atoms for Peace, lancé en 1953 par le président Dwight D. Eisenhower. Le projet Blocher a fait preuve d'une grande créativité. Le lac du Sahara n'était sans doute même pas la proposition la plus ambitieuse. Par exemple, le projet Cariel aurait traversé les montagnes de Bristol dans le désert de Mojave pour faire de la place à l'autoroute Interstate 40 et à la ligne ferroviaire de Santa Fe, en utilisant 22 explosions nucléaires. Il y avait aussi des propositions pour l'exploitation minière et d'autres usages souterrains, comme relier des aquifères souterrains et atteindre des gisements de pétrole et de gaz naturel. Mais le projet Blocher semblait surtout se concentrer sur la modification des voies navigables. L'une des propositions sérieusement envisagées était le projet Chariot, un plan visant à créer un port entièrement artificiel à Cape Thompson sur la côte nord-ouest de l'Alaska. Ce projet a finalement été abandonné après que plusieurs études sur les retombées radioactives transportées vers la région depuis des sites d'essais nucléaires ont montré qu'il aurait un impact négatif sur l'environnement local et la population. Mais des propositions encore plus ambitieuses comprenaient l'élargissement
du canal de Panama, la création d'un tout nouveau canal panatomique à travers le Nicaragua et le tracé d'une voie alternative au canal de Suez à travers le désert du Negev en Israël jusqu'au golfe d'Aqaba sur la mer Rouge. Cette dernière proposition aurait nécessité la création d'une voie navigable de plus de 250 km de long, soit plus de 25% de plus que le canal de Suez lui-même, en utilisant 520 ogives nucléaires d'une puissance de 2 mégatonnes chacune. Ça correspond à 125 fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Ce plan radical a pris de l'ampleur parce que le canal de Suez était devenu l'un des pions stratégiques les plus importants de la guerre froide. Surtout après que le gouvernement égyptien l'ait nationalisé en 1956, ce qui a conduit à la crise de Suez. Les États-Unis voulaient une alternative dans un pays allié. Et à côté de toutes ces propositions plus dramatiques, les responsables impliqués dans le projet Blowshare ont aussi proposé des armes nucléaires comme solution au problème de la mer du Sahara. Une idée consistait à utiliser 213 bombes atomiques de 1,5 mégatonnes chacune dans le cadre du projet Katara-Senke. Ce projet visait à créer une mer intérieure dans le nord de l'Égypte. Les explosions auraient créé un canal reliant la Méditerranée à la dépression, situé à environ 60 mètres sous le niveau de la mer. Ça aurait généré une mer intérieure à forte évaporation, ce qui aurait entraîné un afflux constant d'eau, pouvant être utilisé pour produire de l'énergie hydroélectrique. Certains ont même proposé d'utiliser des explosions nucléaires pour relancer les plans de Lesseps et Roder concernant les shots tunisiens. Mais aucun de ces projets n'a vu le jour. La résistance mondiale croissante contre les technologies nucléaires, surtout après la crise de Cuba, a fait perdre de son élan au projet Blowshare jusqu'à ce que son financement soit complètement arrêté en 1977. L'idée de Lesseps et Roder de créer une mer intérieure dans les shots tunisiens a finalement été relancée au 21e siècle par une organisation à but non lucratif appelée Corporation Road, ou Coro. Fondée par des spécialistes et des experts en coopération méditerranéenne venus du monde entier, Coro souhaite construire un canal partant du golfe de Gabès qui permettrait d'inonder les shots, tout comme la proposition française initiale du 19e siècle. Coro affirme que le projet serait extrêmement bénéfique pour la Tunisie et toute la région méditerranéenne à plusieurs égards. Dans un pays où le taux de chômage des jeunes avoisine les 35%, l'économie profiterait d'un grand nombre de nouveaux emplois. La mer intérieure permettrait également de freiner la désertification. L'évaporation de la mer entraînerait une augmentation des précipitations et de la couverture nuageuse. Ces changements climatiques pourraient permettre le développement de l'agriculture, de la pisciculture et de l'élevage dans la région, en plus d'un tourisme accru. Enfin, l'amélioration économique réduirait la migration de la Tunisie vers l'Union européenne, en particulier l'Italie, et ferait plutôt de la Tunisie elle-même un pôle d'attraction pour la main-d'œuvre migrante en Afrique du Nord. Le projet Koros-Sahara-Mer en est encore à la phase de préparation, mais il a reçu l'autorisation du gouvernement tunisien en 2018. Une première étape importante. Avec près de 150 ans d'histoire, l'idée d'une mer au Sahara semble être une idée qui ne lâche pas l'humanité. Même si pour l'instant elle reste confinée aux pages des livres de Jules Verne, ça pourrait ne plus tarder avant que quelqu'un trouve enfin le moyen d'inonder le désert. Des rêveurs écossais aux impérialistes français, en passant par les physiciens nucléaires américains. Le projet d'inonder le Sahara montre jusqu'où peuvent aller les ambitions humaines. La question reste posée. S'agissait-il d'une vision réaliste ou simplement du rêve de personnes qui croyaient pouvoir modeler la nature à leur guise? N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Est-ce une bonne idée de créer un plan d'eau intérieur au Sahara ou une mégalomanie irréaliste? J'ai hâte de lire tes commentaires mais de suivre la discussion. Et excuse-moi si j'ai mal prononcé un nom ou deux, sinon je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus les amis!